Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 29 avril. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin. Je vais revenir sur ce sujet. J'y suis pas venu depuis quelque temps. Le Bitcoin, où est-ce qu'on en est, comment il se comporte et à quoi pouvons-nous nous attendre. Alors, d'abord, je dirais que, comme vous le voyez depuis plusieurs semaines, le Bitcoin, il est finalement autour des 40 000. Il a beaucoup de mal à prendre une direction dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vous le dis très honnêtement, je pense que pour les semaines, voire les mois qui viennent, je suis pas très très convaincu que nous assistions à une hausse du Bitcoin. Je dirais qu'on est dans une période qui est quand même très très tendue au niveau géopolitique et qu'évidemment, dans ce genre de situation, on se retrouve avec beaucoup d'incertitudes et il est plus que possible que le Bitcoin, vous le savez, le Bitcoin, finalement, il suit très souvent le reste des marchés, même s'il y a des décorrélations auxquelles on assiste très rapidement ensuite, mais lorsqu'il y a du gros stress, il y a plutôt une corrélation du Bitcoin avec même l'or et même les actions qui ont tendance à être de plus en plus incertaines. Alors, vous le savez, on est dans une situation géopolitique qui est quand même assez extraordinaire, avec ce qui se passe notamment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Occident, dans son hystérie totale avec des dirigeants qui ne savent plus où ils en sont, a décidé de se tirer une balle dans le pied, voire même une balle dans la tête. Je reprends là les termes de Charles Gave. Charles Gave, qui est un libéral que vous connaissez certainement, et qui a déjà expliqué combien c'était fou ce que faisait l'Occident en prenant des sanctions qui se retournent façon boomerang contre eux-mêmes, spécifiquement contre l'Europe. Là, récemment, il a accordé une interview à Sud Radio, à André Berkoff, et d'ailleurs, je vais vous le mettre ici, un petit extrait. Je vous conseillerais de regarder cette vidéo parce qu'elle est quand même très intéressante. Et dans cette vidéo, Charles Gave vous explique que ce qu'on est en train de faire à la Russie, c'est simplement ahurissant. Alors je vous mets un petit extrait. Réserve de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, oui, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Et ben, on avait fermé SWIFT, et donc ils étaient à genoux en une seconde, et ben, ils se sont couchés. Les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans argent, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de ne pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque, quoi. Ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc, on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Voilà, donc là, vous le comprenez, Charles Gave est en train de vous expliquer que effectivement, les Russes avaient prévu le coup, et c'est ce à quoi on assiste. Donc malgré, si vous voulez, une propagande, alors bon, en matière de guerre, il y a la propagande des deux côtés, hein, évidemment, mais la propagande à laquelle se livrent les chaînes d'information occidentales, c'est juste ahurissant, si vous voulez. Vous avez l'impression que la Russie est à genoux, c'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, de se retrouver dans cette situation-là où on essaye de faire très mal finalement à des Russes qui ont prévu le coup, finalement c'est plutôt se prendre en boomerang ça en pleine figure. Alors sans compter un autre phénomène qui moi me sidère, et là j'ai eu à le vivre à titre personnel, de par des clients pour une activité que j'ai, des clients qui sont eux russes et qui ne peuvent tout simplement euh, plus avoir accès à à des virements ou à simplement payer des choses euh, ou acheter des choses qu'ils ont envie d'acheter en Europe. Voire même, j'ai eu ouï dire que, notamment à Monaco, il y a une concession Rolls-Royce, il y a 9 Rolls, figurez-vous, qui ont été achetés et payés par des Russes et qui sont confisqués
par Rolls-Royce à Monaco, donc il ne livrera pas ces voitures à leurs propriétaires légitimes. On a eu des cas similaires. Je sais qu'il y a eu des confiscations incroyables qui ont été faites en Angleterre. Le patron de Chelsea, cette équipe de foot, bon, moi je suis pas un passionné de foot, hein, mais on m'a expliqué, si vous voulez, que les joueurs de Chelsea étaient maintenant obligés de payer leur billet d'avion parce que Abramovich, qui est donc celui qui a quand même sauvé l'équipe de Chelsea, qui en a fait une équipe majeure en Europe, et qui était, je crois, au fond du classement lorsqu'il a repris cette équipe, il y a maintenant de nombreuses années, je sais plus exactement combien de temps, mais il y a pas mal d'années, a réussi, si vous voulez, grâce à son argent, etc. Alors là, il était bienvenu. Et puis, du jour au lendemain, son président fait quelque chose qui ne convient pas au leader occidental, donc en l'occurrence au Premier ministre anglais, et puis, bah, du jour au lendemain, on confisque tout et on lui retire tout des mains. Et je trouve que tout ça, pour des pays qui se proclament étant des patries des droits de l'homme, respectant le droit, ayant la règle de droit comme valeur ultime, je trouve que tout ça n'est pas très cohérent. Et c'est plutôt un euphémisme, hein. Vous vous doutez bien que je suis, moi, quasiment, carrément scandalisé de voir que nous, occidentaux, nous devenons et nous nous livrons à ce genre de méthode que je croyais plutôt réservée à des pays style dictature pure et dure, voire pire, hein. Voilà pour cette petite analyse sur ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc on est dans une situation où je vois bien que malgré les discours où on vous dit, ou en tout cas vous entendez certains qui vous disent qu'ils sont pour la paix, honnêtement, dans les actes, c'est pas du tout ce qu'on voit. C'est une espèce de, heu, je vois qu'il y a des livraisons. On est toujours en train d'annoncer qu'on livre des armes aux Ukrainiens, qu'on les aide par tous les moyens. Là, il y a de fortes suspicions qu'il y avait pas mal d'officiers français dans la fameuse usine, Azovstal qui est donc, à Mariupol. Bon bref, j'ai l'impression moi que, on dit à peu près des choses, mais on c'est pas du tout, ce qu'on fait, et les actes contredisent carrément ce qu'on est en train de dire, et qu'on est plutôt en train d'attiser, la guerre, ce qui n'est pas du tout moi pour me plaire parce que, je pense que la situation et que la solution la plus sage aurait été de, tout simplement calmer le jeu, notamment avec la Russie. Vladimir Poutine a ses raisons, si vous voulez, qu'on partage pas, mais il a ses raisons pour faire ce qu'il fait. Que je sache, l'OTAN a eu énormément de raisons dans les 20 dernières années pour faire 1000 fois plus. Et ça n'a posé de problème à personne, et que je sache, l'OTAN n'a pas eu à subir, en tout cas les pays de l'OTAN n'ont pas eu à subir les foudres d'autres pays, et ils n'ont jamais eu leurs biens confisqués où que ce soit dans le monde parce qu'ils étaient citoyens de ces pays-là. Donc ce qu'on est en train de faire pour moi est pas du tout est quelque chose que je qualifierais de d'assez dégradant, et c'est pas au niveau auquel on aurait pu espérer que nous soyons, nous occidentaux, qui prônons encore une fois des valeurs de liberté et de respect des règles de droit. Donc voilà pour la situation géopolitique. Dans cette situation, eh bien le Bitcoin, lui, il sait pas très bien où aller. Alors il y a une deuxième chose que je vais vous montrer, et qui est effectivement le graphique qui vous montre le dollar index. Alors vous le savez peut-être pas, mais je suppose pour ceux qui me suivent, la plupart vous le savez. Lorsqu'il y a comme ça du stress sur les marchés, le safe haven ultime est depuis 50 ans et reste encore aujourd'hui le dollar. Et ça, on le voit, c'est-à-dire que quand le dollar remonte très fortement, ce qui est le cas actuellement, alors là, je vais vous montrer un graphique qui est ici et qui vous montre le dollar index. Alors, vous voyez vous-même, regardez cette courbe, c'est absolument incroyable. On se retrouve, donc là, on a un graphique qui, si vous voulez, qui vous montre, regardez, par rapport à 2009, regardez le dollar index, il vient de dépasser ses plus hauts, les plus hauts qui avaient été atteints vers 2017, hein. Donc là, la question c'est, est-ce qu'on va continuer cette hausse qui est quand même assez spectaculaire, ou bien
Alors, vous voyez, il y avait quand même, dans les années 2002, là oui, on était, et rappelez-vous, c'est l'époque où 1 dollar valait plus qu'1 euro. Ok, là on a quand même eu toute une période parce que c'est pas un graphe qui vous fait qui vous analyse le dollar par rapport à l'euro, mais en tout cas le dollar index, si vous voulez, c'est un index du dollar pris par rapport à un panier d'autres monnaies, dont l'euro. Mais même si vous regardez si vous regardez ce graphe, vous comprenez qu'on a quand même fait toute une période où l'euro a été très fort. D'ailleurs, dans ces années-là, alors je sais plus exactement quand, mais ça devait être vers cette période-là, lorsque le dollar index était au plus bas. L'euro, j'ai un souvenir de l'euro à environ 1,60 $. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais on est aux alentours de 1,05 maintenant. Et alors ça, les amis, 1,05, c'est absolument incroyable parce que c'est un niveau qui est maintenant, on est en train de revenir vers une parité 1 euro, 1 dollar. Alors, cette situation-là me fait dire que pour moi, elle est en train de nous montrer qu'on est dans une période d'énorme inquiétude des marchés de façon générale. Et je ne vois pas dans cette situation, en tout cas si elle perdure. Donc la vraie question, c'est est-ce que ce dollar va continuer sa hausse vertigineuse ou est-ce que ça va se calmer? Mais si ça perdure, ce sera certainement le signe que il n'y aura pas de hausse du Bitcoin pour tout de suite, ni même des marchés comme les actions ou même de l'or. En revanche, ça risque d'être très éphémère parce que je reste persuadé, si vous voulez, que le dollar, comme toutes les autres monnaies, enfin c'est même pas persuadé, c'est une certitude, hein, le dollar, comme toutes les autres monnaies, c'est quelque chose qui va au tapis quoi qu'il arrive. Mais le dollar par rapport au reste, lui, est en train de reprendre énormément de vigueur et surveiller de près la parité avec l'euro, parce que alors si on passe sous 1 dollar pour 1 euro, là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'on revient, si vous voulez, à la situation qu'on avait en 2000. Et ça veut dire que bah, les choses pour l'Europe sentent pas bon du tout, du tout, du tout. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le Bitcoin. Donc, évidemment, vous me connaissez, c'est pas du tout pour ça que j'irai m'amuser à les revendre. En revanche, toujours dans une stratégie de variation dont je vous avais parlé d'ailleurs, une stratégie je dirais, on répartit un petit peu ces risques. Je vous avais parlé il y a quelques vidéos du fait d'avoir quand même finalement la valeur qui est vraiment l'inverse du Bitcoin, c'est le dollar. Et là, finalement, on en a là la preuve assez nette. Et pour quelqu'un qui, par exemple, aurait des euros et qui les aurait investis en dollars pour être en face du Bitcoin, eh bien, voyez, au lieu d'avoir un Bitcoin qui baisse, vous avez un dollar qui monte par rapport à l'euro, ce qui est très très bon pour des gens qui vivent en Europe et qui auraient gardé une partie de leurs actifs liquides en stablecoin dollar, hein, tout simplement. Ce que je fais moi et ce qui me permet aujourd'hui d'être plutôt serein et en tout cas je peux vous dire que mes liquidités hors Bitcoin, elles seront pas du tout en euros, mais plutôt en dollars. Et je vous répète ce que j'avais dit la dernière fois dans cette vidéo où j'expliquais ce phénomène-là, c'est que être un Bitcoin presque maximaliste, comme vous le savez, je le suis à peu près, mais en tout cas faire du Bitcoin son standard, ça veut pas dire avoir 100% de ses liquidités en Bitcoin. Ça veut dire en avoir une majorité, ou en tout cas une très grosse partie en Bitcoin, et éventuellement en d'autres cryptos, et puis de garder la valeur qui est totalement inverse et qui pour moi est le dollar, puisque comme vous le constatez, quand le Bitcoin monte, le dollar baisse, et quand le dollar monte, le Bitcoin baisse. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.